Je vais pas nous présenter. Donc, tout d'abord, qui sommes-nous aujourd'hui? Donc, j'ai le plaisir de recevoir un invité d'honneur, donc Monsieur Moreau, qui est actuellement DRH au sein de la Tour d'Argent depuis plusieurs années. Je vais laisser Monsieur Moreau dire peut-être un petit peu. Oui, bonjour à tous. Écoutez, je crois que vous avez tout dit. Donc, je suis Nicolas Moreau, DRH de la Tour d'Argent, du groupe La Tour d'Argent, depuis plus de 4 ans maintenant. Et j'aurai l'occasion de détailler un petit peu le RGPD et la Tour d'Argent plus tard. Merci beaucoup, Monsieur Moreau. Et donc, pour ma part, donc moi, je suis Raphaël Buchard. J'étais jusqu'à aujourd'hui avocat en nouvelles technologies, donc propriété intellectuelle, nouvelles technologies et RGPD, puisque j'ai quitté donc, officiellement barreau aujourd'hui. Donc, j'ai été 6 ans avocat et j'ai cofondé la société DPO qui a vocation à donc, simplifier et rendre le RGPD plus simple. Donc maintenant, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Donc voilà le résumé. Pour faire simple, on va parler d'abord du contexte, des chiffres clés. Ensuite, M. Moreau expliquera son retour d'expérience, lui, sur ce qu'il a vécu au niveau RGPD et RH au sein de la structure. Après, on vous donnera des astuces, des choses à connaître sur le côté RGPD à respecter pour éviter les risques. Ensuite, M. Moreau vous expliquera aussi, lui, son expérience maintenant en termes de conformité RGPD. Et puis, on finira sur la session de questions-réponses. Et donc, comme je le répète, n'hésitez pas à mettre dans les discussions directement à l'écrit les questions. Donc, rapidement, un petit contexte. Comme vous l'avez certainement vu lors de la présentation, évidemment, le RGPD, donc, ça explose. Et ça explose sur tous les secteurs, comme notamment le RH. Beaucoup de gens l'ignorent, mais en fait, puisqu'on lit le RGPD uniquement au secteur commercial, client, Internet. Mais non, le RH, aujourd'hui, c'est 20% des plaintes. Et c'était 20% des plaintes en 2019, sachant que les plaintes continuent à augmenter jour après jour. Il n'y a pas encore les chiffres 2021, mais c'est certainement plus. Et donc, ça représente 7 plaintes par jour. On verra à peu près quel type de plainte quel type de personne, de litige peut mener une plainte RH. Mais donc, sachez qu'il y a des salariés en situation notamment de litige avec leur structure qui n'hésitent plus aujourd'hui à porter plainte auprès de la CNIL, sachant que ces plaintes sont anonymes. Et donc, c'est un moyen très simple, très simple pour un salarié qui est en litige avec sa structure. C'est un moyen très simple de la déstabiliser. Pourquoi? Je vous donne un exemple donc ici très clair, très concret. Ma structure n'est pas en conformité RGPD. Je vais lui demander, j'ai été en difficulté avec elle, je lui demande, j'ai été licencié, je lui fais une demande de droit d'accès pour obtenir des données. Vous avez 1 mois pour répondre. Et la question, c'est qu'est-ce que je fournis? Est-ce que je vais jusqu'à donner les emails contenant qui étaient dans la relation avec le service RH pour justifier la décision? Est-ce qu'on donne uniquement le dossier du personnel? Voilà. Qu'est-ce qu'on demande? Si on va trop loin, on se met en difficulté. Si on va assez loin, on se met en difficulté. Donc, il faut mettre un petit curseur en sachant qu'en plus, on a un délai de 1 mois. Si on ne respecte pas, là, ils peuvent aller porter plainte auprès de la CNIL et là, c'est automatiquement un contrôle ou une lettre de mise en demeure de la CNIL. Voilà. Donc ça, c'est un exemple typique pour vous montrer que c'est facile aujourd'hui d'embêter en tout cas ou de déstabiliser sa structure avec le RH RGPD. Et juste pour finir sur ce sujet-là, sur le contexte, un point qui est assez parlant, c'est typiquement ce qui s'est passé avec la RATP. Je t'entends. Entendu parler récemment. Avec la RATP, il y a eu… J'ai les micros. Oui, on vous entend. Bonjour. En novembre 2021, la RATP elle a été sanctionnée de 400 000 €. Pourquoi? Donc concrètement, pour qu'on comprenne bien, c'était certains agents ont fait grève. Lorsqu'ils faisaient grève, on indiquait dans l'outil SIRH une petite mention disant qu'ils faisaient grève pour bien les noter, voilà, pour bien noter ce point-là un peu spécifique qui peut mener à une discrimination, évidemment, où on voit bien les problèmes en tout cas qu'il peut y avoir là-dessus. Et donc, ça c'est su en interne, ça s'est ébruité, plainte anonyme d'un salarié, automatiquement contre le CNIL, bam, sanction 400 000 €. Sachant que 400 000 €, c'est l'aboutissement d'une procédure qui a duré certainement longtemps, qui a déstabilisé l'entreprise et qui a coûté beaucoup d'argent. Et pour finir, là, on est dans une décision, il y a évidemment le coût, 400 000 € que tout le monde retient, mais il n'y a pas que ça en réalité, il y a aussi une sanction qui a eu lieu là, c'est la publication. L'obligation que ça soit publié, notamment sur les sites web ou dans les journaux.
Donc, évidemment, ça fait un impact. C'est peut-être pour ça que vous en avez entendu parler. Donc maintenant, voilà pour le contexte. Maintenant, je vais laisser la main à Monsieur Moreau pour qu'il explique, lui, concrètement, l'expérience qu'il a eue au niveau RGPD et RH. Merci beaucoup. Donc oui, en fait, déjà remettre un petit peu le contexte, nous présenter. Donc en fait, je suis le DRH de la Tour d'Argent. La Tour d'Argent, ça peut-être parler à certains, peut-être pas à d'autres. Donc Tour d'Argent, restaurant gastronomique étoilé. Voilà, plus vieux restaurant de France depuis 1582, réputé pour de nombreuses choses, pour sa vue, notamment sur Notre-Dame, pour son canard au sang, pour sa cave avec 320 000 bouteilles. Voilà, une entreprise familiale qui fait partie vraiment de la gastronomie française de manière très claire. Et si vous voulez, voilà, c'est une entreprise qui est, j'y reviendrai un petit peu après, mais c'est que c'est intéressant, c'est une entreprise qui vit actuellement une révolution, puisque voilà, c'est une entreprise traditionnelle, mais qui vit une révolution. Et voilà, pour mettre un petit peu le contexte, toute la crise forcément nous a beaucoup impacté, et en fait, il y a eu un choix stratégique qui a été fait d'être très combatif. Et donc, c'est une institution de la gastronomie qui est en train de se réinventer. Voilà, on propose plein de nouvelles choses autres que le restaurant gastronomique étoilé, et c'est aussi pour ça qu'on a été amené à vouloir passer au niveau supérieur d'un point de vue RGPD, de conformité, puisque aujourd'hui la Tour d'Argent, voilà, on a d'autres points de vente qui vont être la rôtisserie d'argent, une boulangerie, une épicerie, un club de vin pour des personnes VIP, un personal wine shopper, on a voilà, également un site e-commerce qui est en train de prendre beaucoup d'essor. On propose un chef à domicile, on fait des productions d'épicerie qui sont réalisées dans les cuisines de la Tour d'Argent et qui vont être ensuite vendues soit dans notre épicerie, soit par exemple dans les grands magasins parisiens, les Galeries Lafayette, la grande épicerie, dans les aéroports, des choses comme ça, avec voilà, aussi plein d'autres concepts qui sont dans les tuyaux et des gros projets qui vont toucher le groupe La Tour d'Argent dans les mois, années à venir. Et donc, si vous voulez, voilà, toutes ces possibilités de développement, ou voilà, ces choses qu'on a mises en place sous-entendent qu'on doit être 100% conforme d'un point de vue RGPD. Et donc, si vous voulez, l'historique un peu du RGPD à la Tour d'Argent, je pense que c'était peut-être comme beaucoup d'entre vous, c'était il y a 3-4 ans quand c'est arrivé et que toutes les entreprises ont dû se mettre en conformité. Alors voilà, on a mis en place notre conformité RGPD, on avait recensé les différents fichiers avec des données personnelles, on a fait notre politique cookie, on a créé le registre. Voilà, c'est des choses qu'on a fait il y a 3-4 ans et qu'on a fait en fait en nous basant principalement sur des choses qu'on peut trouver en ligne, notamment le site de la CNIL. Voilà, on sait que c'était un peu du fait maison, si je puis dire. Et si vous voulez, je pense qu'on est bien, on est bon, mais qu'on n'est pas parfait. Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment notre souhait, c'est voilà, la Tour d'Argent est à un moment charnière de son histoire, avec voilà, plein de projets, plein de choses qui se mettent en place. Et en fait, il est indispensable que l'ensemble du cadre légal en fait, soit absolument conforme à 100% et qu'on n'ait aucun risque là-dessus. C'est qu'on prône l'excellence. Voilà, on offre l'excellence dans l'assiette aux clients et on se doit en fait de protéger aussi leurs données personnelles avec la même excellence. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit il faut que sur notre RGPD, on soit absolument sûr à 100% de notre conformité et qu'on soit accompagné. Voilà un petit peu l'idée qui nous a amené en fait à recourir au service de DPO. Merci Nicolas pour cette présentation. Et concrètement, donc vous avez eu quelques petites expériences au niveau RH, des anecdotes qui vous sont arrivées, des problématiques qui sont peut-être parlantes pour les participants. Oui, tout à fait. Alors en fait, nous, d'un point de vue client, je crois qu'on n'a jamais eu de vrais sujets vis-à-vis de nos clients. On a vraiment
je ne crois absolument pas. D'un point de vue RH, aujourd'hui, on a 120 salariés à la Tour d'Argent. Et d'un point de vue RH, une seule fois, on a eu un sujet qui était vous en parliez tout à l'heure, c'était un salarié qui a demandé d'accéder à son dossier personnel. Donc, de manière assez simple, parce qu'on n'était pas dans un contexte conflictuel ou contentieux. Donc, ça s'est très bien passé de manière simple. Mais voilà, en tant que RH, c'était la première fois que j'avais une demande de la sorte. En revanche, c'est d'un point de vue de nos prestataires, en fait, où là, pour le coup, on a eu un vrai sujet, puisqu'on a notre prestataire de paye, en fait, qui nous a informé un matin, pour vous faire toute l'histoire, voilà, un matin, le chiffre de paye ne fonctionnait plus. Bon, très bien, c'est peut-être temporaire, on fait un mail au prestataire, pas de nouvelles, pas de réponse immédiate, et en fait, ils nous préviennent dans la journée en fait, qu'ils ont eu une attaque informatique. Donc, voilà, forcément, en tant qu'utilisateur, client, on est forcément... ça fait un petit peu bizarre, notamment sur un logiciel comme ça, une logiciel de paye qui est indispensable pour la continuité de notre activité et avec des données très sensibles. Donc, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Et le premier réflexe, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on doit réagir. Et en fait, c'est là où nous avions déjà 10 PO et c'est vrai que le fait d'avoir 10 PO nous a permis en fait, d'avoir déjà, lors de la mise en place, contrôler tous nos prestataires. En fait, on leur a demandé un certain nombre de choses d'un point de vue technique. C'est vrai que le jour J, en fait, le réflexe, c'était de se dire est-ce qu'il faut prévenir tous les salariés qu'il y a une possible violation de données. C'est ce qui nous est venu en tête en premier. Et pour le coup, l'accompagnement de DPO là, était vraiment top. Et je pense que je laisserai peut-être Raphaël Bouchard après nous expliquer exactement ce que c'est. On rentre sur des choses un peu techniques et juridiques, mais voilà, ça nous a vraiment permis d'avoir la bonne réaction, de ne pas justement faire forcément n'importe quoi, puisqu'au final, en fait, DPO nous a dit que non, en fait, il fallait, là pour l'instant, il ne fallait absolument pas prévenir les salariés, qu'il fallait attendre, ce que nous avons fait, bien évidemment. Et au final, notre prestataire nous a, quelques jours plus tard, informé que l'ensemble de l'attaque informatique, en fait, avait été bloqué par ces systèmes de sécurité, qu'au final, aucune donnée n'avait été compromise. Donc voilà, là, ça nous a vraiment permis de prendre conscience que le fait d'avoir un prestataire spécialisé qui, en l'espace d'une heure, vous l'appelez, il du tac au tac, il vous donne la marche à suivre, c'était vraiment très, très, très appréciable, très sécurisant, et ça nous a permis de prendre la bonne décision. Voilà, je pense ce qu'on a eu de plus impactant d'un point de vue RGPD au sein de la Tour d'Argent. Oui, effectivement, pour rappeler un peu concrètement, donc effectivement, ce qui s'est passé, c'est ça, prestataire technique, plantage. Et en fait, techniquement, pour expliquer, ce qui se passe, c'est que normalement, la première réflexe que vous pouvez avoir, puisque le RGPD l'implique, c'est d'informer tout le monde, et notamment informer la CNIL et surtout vos salariés. Donc, ça veut dire qu'il faut envoyer un mail à tout le monde disant que peut-être leurs données, en plus relatives à leurs revenus, relatives donc à RIB, revenus, salaire, numéro de carte de sécurité sociale, tout ce qui est dans la fiche de paye a été hacké et donc est peut-être dans la nature et possédé par quelqu'un. Donc forcément, ce n'est pas quelque chose de très agréable et qui fait bonne figure auprès des salariés, peut mener à des problématiques. Et donc, en fait, d'abord, il faut prendre avant la bonne décision. Et effectivement, là, ce que nous, on a dit, et ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est la première décision, c'est attention, est-ce qu'il y a bien ou pas vraiment une violation de données? Parce qu'un piratage d'une base de données ne veut pas dire que les données ont été touchées. Donc, effectivement, la première chose, c'était finalement, ne faites rien. C'est comme quand vous allez chez le médecin et que vous avez quelque chose, on ne donne pas forcément des antibiotiques. On va peut-être vous dire juste allez dormir et reposez-vous. Là, c'était pareil. Voilà, n'en faites rien. Et donc, ça a permis d'éviter l'écueil d'informer tout le monde et d'informer la CNIL et donc de se mettre en bisbille là-dessus. Moi, petite anecdote, quand j'étais notamment en cabinet, donc moi, j'étais dans un cabinet qui s'appelle Racine. Pour faire simple, donc nous, notre département IP/IT Data était collé au département droit du travail et on avait, peut-être pas tous les jours, j'exagérerais en disant ça, mais peut-être toutes les semaines et quelquefois plusieurs fois par semaine, le service social qui venait nous voir
parce qu'il y avait un sujet droit du travail. Donc, évidemment, comme ils étaient plutôt côté employeur, c'était beaucoup donc, de litiges. Donc, ça me parle beaucoup plus. Mais un exemple typique, c'était une personne qui est en instance de licenciement. Lors du CSE, il y a son bulletin de santé, puisqu'il était en arrêt maladie, et l'un des bulletins de santé, puisqu'il y en avait plusieurs, est fourni. Et en fait, ce n'était pas le bon. Donc, évidemment, violation de données, notamment données de santé. Donc là, la personne l'a su, elle a informé la CNIL, bim, automatiquement, lettre de mise en demeure de la CNIL, où on a un mois pour répondre, avec cette personne qui, évidemment, était en difficulté avec la structure, faisait en sorte d'aller jusqu'au bout. Donc ça a été un an un peu compliqué pour la structure, juste pour quelque chose d'aussi qui peut paraître presque, non pas anodin, mais presque, voilà, l'erreur est humaine. Ou alors, une autre fois, c'était une personne qui était, pareil, en instance de licenciement pour harcèlement moral et sexuel. Il y avait eu des enquêtes qui avaient été faites par des acteurs externes, et cette personne avait demandé un droit d'accès pour obtenir même jusqu'aux études, analyses qui avaient été faites auprès d'autres témoins qui le concernaient, puisqu'il disait, voilà, il y a mon nom, mon prénom et des informations me concernant dans le rapport, même si je n'étais pas partie, je veux ces informations puisque ça me concerne. Donc, la question, c'était de savoir si on fournissait tous ces éléments. Donc, voilà des exemples typiques qu'on peut avoir. Un dernier, peut-être, sur le sujet, c'est un qui va peut-être parler à certains et pas à d'autres, c'est la vidéosurveillance. On a eu beaucoup de sujets vidéosurveillance, surtout quand c'est une entreprise qui est très syndiquée. La vidéosurveillance, évidemment, ça paraît assez évident qu'on ne doit pas mettre les caméras partout, qu'on doit supprimer les vidéos au bout d'un certain délai, qu'on doit bien informer, mais tout le monde finalement n'est pas forcément au fait de ce point-là. Et il y a beaucoup de demandes là-dessus, et la CNIL est relativement attentive. Donc ça arrive souvent d'avoir, pareil, une lettre de mise en demeure de la CNIL suite à une plainte. Donc voilà pour les anecdotes. Maintenant, on va passer à quelques petites astuces, donc justement pour diminuer au maximum, voilà, que vous puissiez avoir des informations déjà, des bonnes informations pour éviter certains écueils. La première chose, ça peut paraître idiot, mais en fait, finalement, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, le RGPD, ça impose d'informer les gens. Et comme il faut informer les gens, vous devez informer aussi vos salariés, stagiaires, alternants, mandataires sociaux et dirigeants. Et donc ça passe par une fameuse politique de confidentialité qui est spécifique au RH, éventuellement aussi une spécifique candidat, elle peut être distincte, et donc à fournir à tout le monde. Un point important, cette politique, et ça je sais que M. Moreau est au courant, puisqu'on l'a fait ensemble, vous n'avez pas besoin de la faire signer. Ça, c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Est-ce qu'il faut faire signer ce document? La réponse est non. Il faut uniquement pouvoir bien informer les gens sur, avoir la preuve que vous avez bien informé. Le meilleur moyen, c'est le mail. Vous envoyez un mail à tout le monde avec la politique en pièce jointe. Ils sont censés l'avoir lu. Et vous avez la preuve. Le deuxième point, c'est sensibiliser les équipes. Et ça, c'est typique RATP Dev, les 400 000 €. Je n'ai pas sensibilisé les équipes RH sur le fait qu'il ne fallait pas utiliser des informations discriminantes dans un SIRH, par exemple. Donc, forcément, ils le font, et forcément, bêtise. Et donc, sanction. L'objectif, c'est de sensibiliser. Vous ne pouvez pas être derrière si vous avez, que ce soit même 50, 15, 50, 2000 salariés, vous ne pouvez pas être derrière tous les salariés tout le temps. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils font avec les extractions de données, vous ne pouvez pas savoir combien de temps ils les gardent, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils mettent dans le SIRH. Le seul moyen de réduire les risques, c'est la sensibilisation. Et ça passe de plusieurs manières. Contrainte, c'est-à-dire par exemple une charte des systèmes d'information, si ça vous parle. C'est un document qu'on peut annexer au règlement intérieur et qui donne des obligations en matière d'outils informatiques et de traitement de données. Il y a aussi après de la sensibilisation par des quiz, par des règles de bonne conduite, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est important. Et ça doit être fait au moins une fois par an, c'est au strict minimum. L'astuce 3, c'est tout bête. Je vous disais tout à l'heure, si vous avez une demande d'accès, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une demande d'accès, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit « je veux toutes mes données ». Il ne sera jamais précis, il vous dira « je veux tout ». La question, c'est qu'est-ce que je donne? Aujourd'hui,
il est communément admis. La CNIL ne veut pas trop se prononcer là-dessus. Elle ne donne pas de réponse claire. Donc, de manière globale et plutôt admis que c'est le dossier personnel du salarié. Donc, ce que nous a expliqué M. Moreau tout à l'heure. Exactement la demande qu'il a eue. C'est exactement ce qu'il faut faire. Typiquement, les emails professionnels, tout ce qui concerne la structure, son savoir-faire, la confidentialité, le travail, même s'il y a son nom dedans, ce n'est pas ça qui est demandé. D'accord ? Donc, les emails professionnels, par exemple, n'ont pas à être fournis. L'astuce 4, donc ça, c'est pour ceux qui ont la vidéosurveillance. Et donc, je reviens avec ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous avez de la vidéosurveillance, n'oubliez pas de bien informer vos salariés sur la mise en œuvre de cette vidéosurveillance. Et quand je dis respecter les règles applicables, c'est évidemment, par exemple, vous voulez filmer une entrée et ça peut potentiellement donner sur un bureau. Ne filmez pas l'écran d'ordinateur de la personne de l'accueil. Ça, c'est pas possible. 6. Respecter la durée de conservation en matière RH. Évidemment, pour ceux qui connaissent un peu le RGPD, il y a des durées de conservation à respecter. Je dois conserver ces types de données pendant une durée qui est souvent RH et souvent légale. Alors, vous connaissez peut-être toutes ou pas. Donc, l'objectif, c'est évidemment, 1, de les connaître et 2, d'essayer de les respecter. Surtout que les outils SIRH, souvent, ne le font pas pour vous. Voilà. Donc, c'est à vous, c'est votre rôle de vérifier que vous respectez bien ça. Et ça sert surtout, si demain, vous avez un problème, une violation de données, on en parlait tout à l'heure avec M. Moreau, ça permet d'éviter, s'il y a vraiment une violation de données là pour le coup, d'éviter que les données partent partout. Moins vous avez de données, mieux c'est. Donc, si vous les supprimez au fur et à mesure, c'est mieux. Et le dernier point, un petit bug sur les numéros, c'est pas bien grave. Il y a donc 2 derniers points. Le point, c'est contrôler vos prestataires techniques. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le RGPD vous impose à contrôler vos prestataires techniques. Ça veut dire quoi? Prestataire technique, c'est typiquement SIRH, gestion de la paye. Donc, si on prend l'exemple typique de M. Moreau, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on avait vérifié la vérification avant qu'il respecte le RGPD, ce qui fait qu'en cas de faille, bon, déjà, comme ils étaient RGPD eux-mêmes compatibles, évidemment, finalement, ils avaient les mesures techniques pour limiter. Ça, c'est un premier point. Ça nous a permis d'avoir un prestataire de qualité. Mais en plus, ça permet, si jamais là, il y avait une violation de données grave, ça nous aurait permis de réduire quasiment drastiquement les risques pour la tour d'argent. Je m'explique. Vous avez l'obligation de contrôler vos prestataires, notamment en matière RH, vos prestataires techniques RH. Même un comptable, je dis prestataire technique, je m'exprime mal en fait. Toutes les personnes qui traitent les données pour vous. Le comptable qui fait les bulletins de paye, c'est votre sous-traitant. Vous devez vérifier qu'il est RGPD compatible. Parce que s'il a une violation chez lui et que vous ne l'avez pas fait, alors vous aviez cette obligation-là, c'est aussi votre responsabilité. Voilà, donc ça, c'est important. Et le dernier point, alors je pense que certains vont peut-être rigoler parce que ça paraît assez opportun, mais c'est une réalité et je vais m'expliquer très bien. Évidemment, il faut respecter le RGPD dans son ensemble, pas que EDRH. L'exemple typique, il est très simple. Je l'ai déjà vu récemment. Un salarié pas content, démissionne, il n'est pas du tout content de ce qui s'est passé, il a été en difficulté avec la structure, il savait que la structure, dans son activité-là, au niveau RH, dans son activité, fait des bêtises, notamment certains traitements qui peuvent être discriminatoires. Je veux l'embêter, et je fais une lettre à la CNIL expliquant le sujet, en sachant que moi, ma plainte est anonyme. Tout le monde peut faire porter plainte. Et donc là, vous avez quelqu'un qui connaît les failles en interne, qui va porter plainte auprès de la CNIL pour mettre en difficulté sa structure. C'est rare et ça existe. Donc voilà sur ce sujet-là. Et maintenant, je vais repasser la main à M. Moreau pour qu'il nous explique donc, comment eux, ils ont fait pour sécuriser, quel choix ils ont fait et comment ils ont pu se sécuriser RGPD, quelle forme ça a pris. Oui, peut-être un peu, oui. En fait, comment et pourquoi est-ce qu'on a choisi en fait DPO? En fait, on a connu, nous, DPO un petit peu par hasard. En fait, c'était, comme vous, je pense, qui assistez au webinaire. En fait, c'était DPO organisait un webinaire. En fait, on est tombé par hasard sur DPO au moment où nous, justement, on s'intéressait à se dire il faut upgrader notre conformité RGPD. Donc, voilà, participation à un webinaire. Ensuite, voilà, c'est ça qu'on s'est posé la question. Est-ce qu'il vaut mieux se faire accompagner par un grand cabinet d'avocats
avec des coûts très importants? Est-ce qu'il vaut mieux faire confiance à une start-up? C'est vrai que ça, c'était un choix, une jeune start-up, un choix qu'on s'est posé. On s'est dit qu'il y avait potentiellement des risques. On s'est également demandé est-ce que DPO, est-ce qu'ils sont compétents? Parce que c'est vrai qu'on ne les connaît pas. Il y a beaucoup de gens sur le marché. Est-ce qu'au final, cette jeune start-up est compétente? Et donc, c'est vrai que voilà, on a creusé un peu le sujet. On s'est renseigné sur son fondateur, son cofondateur Raphaël Bouchard. C'est vrai qu'on a vu voilà, qu'il avait voilà, été avocat dans un grand cabinet parisien qui était spécialisé sur le sujet, qui traitait ce genre de choses depuis de nombreuses années. On a également voilà, échangé avec lui, et c'est vrai qu'on l'avait déjà ressenti lors du webinaire. On sent que le sujet RGPD est maîtrisé. Et après, il y avait aussi la promesse faite par DPO qui était de disrupter le marché un petit peu. Voilà, de se dire aujourd'hui, tous les cabinets parisiens, enfin tous les cabinets d'avocats vous proposent d'être de la conformité RGPD, mais à des prix qui sont incohérents, enfin, ou beaucoup trop élevés, disons. Et donc voilà, se dire, voilà, faire confiance à une jeune entreprise qui veut justement disrupter le marché, ça, c'est quelque chose qui nous a plu également. Pour faire un petit retour d'expérience sur la mise en œuvre, en fait, pour le coup, c'était vraiment très, très simple. On vous envoie en fait juste une cinquantaine de questions qui se répondent en ligne. Donc voilà, c'est moi en tant que personne en charge du RGPD au sein d'Attente d'Argent qui a fait toute cette mise en place. Et voilà, cette cinquantaine de questions, il y en avait une quarantaine où moi-même en tant que DRH, j'ai pu y répondre seul. Et il y a une dizaine de questions que j'ai dû rerouter à notre responsable e-commerce, notre directrice de la communication, voilà, qui ont répondu, donc pour le coup très très simple. Et après, en 72 heures, les documents étaient, voire même moins de 72 heures, je crois, les documents personnalisés étaient fournis. Et après, nous, on a juste eu à les rendre accessibles, par exemple, mettre à jour notre politique de confidentialité, mettre à jour notre trame de contrat de travail, etc., etc. Chacun dans sa partie, mais pour le coup, voilà, expérience utilisateur ultra simple. Pour l'instant, on est très content, très simple. Quand on a eu besoin de DPO, quand on a eu ce problème, comme j'ai pu vous l'expliquer auparavant, ultra réactif. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi ma participation aujourd'hui à ce webinaire, puisque on pense que c'est important de pouvoir aider ces jeunes startups qui se créent et qui proposent des choses plus faciles pour tous. Merci beaucoup, Monsieur Moreau. Ça fait toujours plaisir. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette présentation et pour nous avoir parlé de nous en si bon terme. C'est très agréable à entendre. Donc, merci beaucoup. Voilà, j'en ai profité moi aussi. Donc, écoutez, maintenant, on va passer aux questions-réponses. Si vous avez des questions au niveau RH et RGPD. Je vois que Anthony a posé une question sur les tarifs. Je vous remercie beaucoup, c'est la question. Si vous voulez, je vous répondrai un peu après. À la fin, on va d'abord répondre aux questions, peut-être s'il y a des questions RH et RGPD, des problématiques que vous avez peut-être eues en interne, peut-être plus de précision par rapport aux astuces qu'on a données précédemment. Voilà, n'hésitez pas à les poser les questions. C'est à vous maintenant. C'est à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'on peut aussi lever la main via Zoom. Donc, est-ce que tout le monde est timide? Non, personne n'a de questions du tout. Non, donc, ok. Écoutez, si personne n'a de questions. Si, j'ai une petite question. Ah oui, allez-y, je vous en prie. Bonjour Raphaël, Émeric. Ah, bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. J'ai une question. Est-ce que, dans ma pratique vis-à-vis des entreprises, en tant que conseiller en droit social, oui. J'essaye de leur proposer une note d'information des salariés, stagiaires et candidats
Oui. sur les obligations RGPD de l'entreprise et les recours des salariés. Donc, la note d'information classique avec la base légale, la finalité, l'objet du traitement, etc., etc. Et en général, je rajoute aussi une autorisation, par exemple, en matière de droit à l'image, quand l'entreprise prend en photo le salarié, ou j'en profite pour fusionner cette information sur les données personnelles avec une autorisation d'installation d'un système de géolocalisation sur les véhicules de société mise à disposition des salariés. Est-ce que ça te paraît délirant, ou est-ce que on peut justement utiliser le RGPD et d'autres droits en fait des salariés en matière d'audiovisuel ou de géolocalisation pour faire un seul document et éviter d'avoir X papiers à faire signer aux salariés en même temps? Alors, c'est une très bonne question. Dans l'absolu, rien ne t'empêche, alors on est désolé pour ceux qui sont, présents ici, on se tutoie parce qu'en fait, on était à l'université ensemble. Rien ne t'empêche de le faire. C'est plutôt une bonne idée, effectivement. La différence, c'est que ce que je disais tout à l'heure, le RGPD, lui, il ne t'impose que d'informer. Donc, quand on n'impose qu'informer, en termes de preuves d'acceptation, tu n'as pas besoin de le faire signer. C'est pour ça que nous, en termes pratiques, on aime bien envoyer à tout le monde par mail, on n'a pas besoin de faire signer. Là, c'est vrai que tu arrives dans quelque chose d'un peu plus fort en termes d'acceptation. Donc, tu as notamment ce sujet signature. Donc, pour le déploiement, c'est peut-être un peu plus compliqué en tant que tel. Après, effectivement, tu y gagnes sur le droit à l'image et rien ne t'interdit de le faire. C'est plutôt une bonne idée. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. C'est plutôt une bonne idée. J'ai juste une question pour toi. C'est là-dessus. Là, tu l'as fait pour les stagiaires candidats, mais tu l'as fait aussi pour les salariés? Oui, alors il y a des déclinaisons, effectivement. Par exemple, le candidat, on ne va pas lui faire signer droit à l'image parce qu'on ne va pas le prendre en photo. Encore qu'on pourrait le faire d'une certaine manière si on récupère son CV, si l'entreprise prend son CV, il y a peut-être aller jusqu'au bout de la réflexion sur l'utilisation du CV du candidat. Mais effectivement, en fonction du profil, soit stagiaire, soit candidat, soit salarié, la note d'information, elle va changer. Par exemple, le salarié, on va lui demander des infos, par exemple, sur ses ayants droit dans le cadre de la mutuelle d'entreprise, de la prévoyance, qu'on ne demandera pas aux stagiaires ou aux candidats. Donc, voilà, je suis en train de finaliser une réflexion là-dessus, mais l'objectif, c'est effectivement de décliner en fonction du profil de l'employé ce qu'on lui demande d'autoriser et ce qu'on porte à sa connaissance. Alors, j'ai juste un point surtout pour toi, au fait que tu fasses attention. C'est pas tant sur le fait de fusionner ces documents, ça pose pas de problème, c'est plutôt sur l'accès. Parce que toi, ça veut dire parce que tu vois, là, là où je veux en venir, c'est que la politique salariée, par exemple, c'est relativement, on va dire, effectivement, c'est aux salariés, on peut l'envoyer à tout le monde, on la faire signer à tout le monde. Les candidats, ça peut être un peu plus compliqué à déployer, parce que ça peut créer un peu une usine à gaz si c'est pas, s'il faut chaque fois qu'il y a un candidat, lui donner la documentation. Donc, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'il y a deux situations. Soit, en fait, nous, la formation pour les candidats, on l'a fait essentiellement passer par le site web. Après, c'est une question d'approche, mais c'est plutôt lié. Dans ma pratique, je me suis rendu compte que ça pouvait être compliqué, voilà, d'informer les candidats. Donc, pour les informer, soit il y a un onglet recrutement sur le site web. Et dans ce cas-là, effectivement, tu peux mettre une politique candidat, tu peux la publier et tout le monde peut la connaître. Si ce n'est pas le cas, en fait, moi, mais après, c'est comme là, moi, je suis dans une logique seulement d'information. Donc, je ne suis pas dans la même logique, mais j'intègre les informations quand il n'y a pas d'onglet recrutement. J'intègre directement des informations spécifiques aux candidats dans la politique confidentialité sur le site web qui est liée à la structure. Voilà. Et comme ça, je suis sûr que tout le monde le sait. C'est peut-être là-dessus où juste tu peux avoir une difficulté, c'est plus sur le déploiement. Oui, merci, c'est intéressant, je vais y réfléchir. Voilà, donc mais n'hésite pas si tu as des sujets, tu me dis. Est-ce qu'il y a d'autres questions pratiques comme celle-ci ou des questions par rapport à votre quotidien? Non. Hop. Question reçue par mail. Que faire en cas de demande d'accès aux données? Alors, donc, si vous avez une demande de droit d'accès, donc Monsieur Moreau, il avait le bon réflexe.
Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas que, c'est vrai que je vous ai parlé que du droit d'accès, il n'y a pas que le droit d'accès qui existe. Il y a plusieurs types de droits. Tout le monde connaît le droit à l'oubli, qui RGPD s'appelle le droit à l'effacement. En fait, donc essentiellement, c'est des demandes de droit d'accès que vous allez avoir. C'est pour ça qu'on a parlé plutôt de ça. Mais vous pouvez avoir aussi des demandes d'effacement. Et donc, en demande de droit d'accès, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que tout ce qui est relatif à la vie de la structure, donc la liée vraiment au savoir-faire de la boîte, à sa propriété intellectuelle ou alors à son développement interne, comme justement tous les aspects RH. Par exemple, s'il y avait chez vous des sujets RGPD, pardon, RH et RGPD, et je recommence, RH, par exemple disciplinaire lié à une personne, la question c'est est-ce qu'on donne aussi ce type d'email qui concerne directement la personne? La réponse aujourd'hui est non. Ce que vous fournissez, c'est le dossier du personnel, le dossier personnel du salarié. Voilà. Ce qu'il a besoin de savoir, c'est les données que vous utilisez dans le cadre vraiment du paiement de ses salaires, de la gestion de son assurance, ce genre de choses. Il ne faut pas aller plus loin. Ça marche à 99,9% des cas. Voilà. Il n'y a pas encore de jurisprudence réelle là-dessus au niveau de la CNIL sur ce sujet. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que la CNIL ne se prononce pas trop. Alors, par exemple, en Angleterre, il faut tout donner, pour le coup. En Angleterre, il n'y a pas de débat. L'autorité anglaise dit qu'il faut donner même les mails qui parlent de vous. Donc, ça pose quand même des sujets différents. Ici, en France, ce n'est pas le cas. Le salarié, il n'a pas vocation à faire un droit d'accès pour constituer un dossier contre vous. Voilà. Donc, vous lui donnez que ce qui vraiment est dans son dossier personnel. Typiquement, est-ce qu'il a eu des sanctions, les lettres qui lui ont été envoyées, son numéro de sécurité sociale, en fait, des informations qu'il a déjà en réalité. Donc, le droit d'accès, il a plus de sens. Il est utilisé beaucoup maintenant par des avocats en droit du social, droit du travail, pour déstabiliser la structure et pour essayer de créer un dossier. À ce stade, et dans mon expérience, on n'est jamais allé au-delà et ça a très bien marché. Voilà. Est-ce qu'il y a... Et pour le droit d'effacement, juste pour finir, droit à l'oubli, évidemment, on a parlé tout à l'heure de durée de conservation. Vous conservez les données aussi longtemps que nécessaire. Donc, si un salarié vous fait une demande de suppression de données, vous n'y accédez pas. C'est exactement la même chose que si vous allez voir les impôts et que vous leur demandez de supprimer vos données. Évidemment, on ne pourrait plus payer d'impôts, ce serait un peu facile. Et bien là, c'est pareil. Donc, il n'y a pas besoin d'y faire droit. Du moins, en tout cas, pendant une certaine période. Évidemment, quand les délais de prescription sont finis, mais ils peuvent être très longs, ils sont souvent de plus de 10 ans, enfin jusqu'à 10 ans au moins. Donc, pendant ce délai de prescription, vous n'avez pas à les supprimer. Au-delà de ce délai, oui, d'accord, on peut supprimer, il peut demander. Et il faut vraiment qu'un délai très long lié à la prescription soit fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions aussi pour peut-être Monsieur Moreau? Non, je n'ai pas de questions. Est-ce qu'il y a peut-être quelques minutes, il reste quelques minutes pour peut-être une dernière question et après je répondrai à Anthony. Non, vous n'avez pas d'autres questions? C'est tous votre dernier mot. Bon, très bien. Alors, je vais écouter Anthony. Donc, merci pour votre question. Nous, en gros, ça ne marche pas sur la mise en place de documents. Nous, effectivement, comme l'a dit M. Moreau, on a essayé un peu de disrupter le marché. Donc, en gros, on va plus vite, mais on est à chaque fois en fait, le délégué à la protection des données du client et on fournit les documents. Et après, le tarif, c'est très simple, ça dépend de la taille de votre structure. En gros, on a 3 tarifs, 200 € par mois, 400 € par mois ou à partir de 600 € par mois, sachant que c'est vraiment en fonction de la taille. Et donc, je ne sais pas quelle est la taille de votre structure, en termes de TP, je parle. Mais voilà, en moyenne, nos clients moyens, ils sont plutôt aux alentours de 400 par mois. Donc c'est jusqu'à une centaine, jusqu'à plusieurs salariés. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas je vous enverrai un mail si vous voulez un peu récapitulatif et je pourrais vous donner votre tarif. Ça dépend vraiment juste de votre structure, que là, je ne connais pas. Donc, mais en moyenne, c'est 400 € par mois en moyenne, en sachant que dedans, vous avez tout le DPO. Donc accompagnement au quotidien. Tout à l'heure on parlait de violation de données, il y a une violation de données, on est là, il y a une demande de droit d'accès, on est là, une demande de droit d'effacement, on est là, et aussi la réalisation de tous les documents
qui est, je pense, avec nous, relativement rapide et simple. Monsieur Moreau parlait de 72 heures en moyenne, effectivement, c'est ça notre moyenne, hein, et 1 heure pour le client à peu près pour répondre aux questions. Donc, c'est vraiment différent de ce qui existe aujourd'hui. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, je vous enverrai un mail récapitulatif. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas, écoutez, je remercie tout le monde pour votre présence aujourd'hui. Je remercie particulièrement Monsieur Moreau d'avoir si gentiment accepté de participer et de nous avoir si gentiment, pour ce qu'il a dit sur nous, ça fait toujours plaisir. Venant du client, c'est certainement le meilleur, le mieux placé. Donc merci à lui. Et passez une très bonne journée à tous et j'espère à très bientôt. Au revoir.